Bonsoir et bienvenue. Pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, vous avez les directs sur la page de Facebook de psychanalyste Clémence Lenis, où vous pouvez avoir accès au direct directement pour ne pas passer par les bonsoirs, ou plutôt pour avoir les bonsoirs en action. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau Psychanalyse pour tous, un espace ouvert à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes proposés de faire référence à l'angoisse et l'anxiété. Nadia, bonsoir. Donc encore une fois, Sonia, bonsoir. Nous allons parler de Agnès, Jean-Loup, bonsoir. Nous allons parler de nous tous. Hein, parce que l'angoisse, on va dire, est quelque chose de constitutif, et l'anxiété, dans la vie que nous avons actuellement, il est très difficile de ne pas. Annick, bonsoir. Psychosomatique intégrative, bonsoir. Donc Frédéric, bonsoir. Que nous avons tous à un moment donné un petit peu d'anxiété. Alors une chose, bien évidemment, c'est de souffrir d'anxiété un après-midi, une soirée. Damien, Aziz, Vidovic, bonsoir. De Fernand, bonsoir. De souffrir de façon passagère un petit peu de stress, ça fait partie de la vie, ce sont des éléments qui sont tout à fait. Mathéo, bonsoir. Donc c'est quelque chose qui fait et qu'on ne va pas pouvoir éliminer. Par contre, Hakim, bonsoir. Par contre, quand c'est quelque chose qui va s'établir d'une manière un peu plus régulière ou d'une façon des fois constante, ça peut produire et ça peut avoir des conséquences, non, se transformer en autre chose. Samy, bonsoir. Pascal, bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Donc aujourd'hui, je disais un sujet très intéressant et un sujet qui nous touche tous. Alors, donc, on s'est proposé de parler de l'angoisse et de l'anxiété, puisque ce sont deux choses différentes, même si au départ on peut penser qu'il s'agit de mécanismes similaires. Simo, bonsoir. D'ailleurs, ce sont des mécanismes similaires, mais qui vont avoir des conséquences différentes. On va parler d'anxiété dans une certaine situation et on va parler d'angoisse dans d'autres situations. Et donc vous allez bien, ça va? Donc nous sommes dans cet espace de psychanalyse pour tous. Bienvenue à tous, je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Cero. Unis, bonsoir. Evelyne, Sabrina, bonsoir. Donc un espace, je dis, ouvert à tous. Et le sujet que nous allons voir aujourd'hui, c'est un sujet. Jalila, bonsoir. Fifi, bonsoir. Béné, bonsoir. Néléa, bonsoir. C'est un sujet qui est très intéressant et que nous allons voir d'une façon. Elisa, bonsoir. D'une façon pas du tout théorique ou très peu théorique, où en fait on va montrer un petit peu ce qui se passe, donc ce qui nous arrive. Elisa et Emira, bonsoir. Jeffcar, bonsoir. Fatia, bonsoir. Feti, bonsoir. Marlène, bonsoir. Donc nous allons voir un petit peu, je disais donc, un espace ouvert à tous, dans le sens où nous allons parler pour tout le monde. Donc l'angoisse, bien évidemment, c'est un affect. On dit que c'est l'affect par excellence. C'est-à-dire qu'après tous les autres affects dans la vie, d'une manière ou d'une autre, ce sont des dérivés de cet affect principal. Adeline, bonsoir. Cet affect principal qu'on appelle l'angoisse. Et que l'angoisse, c'est un élément constitutif du sujet. C'est-à-dire que le sujet va se construire avec cet élément et il va passer toute sa vie avec cet élément. C'est pour ça qu'on va dire que il va falloir apprendre, Marie-Laure, bonsoir, apprendre à s'arranger avec cette angoisse pour qu'elle ne fasse pas obstacle au développement de notre vie. Carole, bonsoir. Donc on disait que l'angoisse est un affect, c'est-à-dire Philippe, bonsoir. Alors ça peut être un état d'affection intense. Martine, Dina, bonsoir. Salma, bonsoir. Un état d'affectation intense. Et que quand nous sommes angoissés, quand nous avons de l'angoisse, tout notre organisme en général le ressent. C'est-à-dire que c'est une sensation qui peut s'étendre sur tous les organismes. Et il peut y avoir aussi une répercussion organique. C'est-à-dire que comme vous le savez, il peut y avoir une accélération cardiaque, il peut y avoir une sensation de pression dans la poitrine,
la respiration devient plus difficile. Stéphanie, bonsoir. Il peut même avoir des tremblements. Et il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des répercussions psychiques. Des répercussions psychiques, c'est-à-dire que des attitudes face un peu à la vie, on peut craindre le pire dans certaines situations, on est dans un état d'alerte, on pense le futur est toujours d'une manière catastrophique, et quand les symptômes, on va dire, sont confinés dans la sphère psychique, hein, c'est quand on parle d'anxiété. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est vouloir connaître le futur avant de le vivre. Et d'un autre côté, quand c'est le corps qui va s'exprimer, on va dire, c'est ce qu'on va appeler l'angoisse. Estelle, bonsoir. Alors voilà pour une première différenciation entre l'un et l'autre, c'est-à-dire que l'anxiété, c'est quelque chose qui va être au niveau psychique, et que l'angoisse, ça va être quelque chose qui va toucher le soma, le corps. Alors quand on parle d'angoisse, Pascal, bonsoir, quand on parle d'angoisse, Bénice, bonsoir, en général on fait référence à quelque chose, Olivier, bonsoir, on fait référence à quelque chose de négatif, c'est de l'angoisse, c'est quelque chose qui vient troubler, Frédéric, bonsoir, qui vient troubler notre vie et que nous n'aimons pas trop. Dorothée, bonsoir. Donc, alors que l'angoisse, la première fonction, parce que non seulement elle est constitutive, sinon qu'en plus elle a une fonction, et la fonction de l'angoisse est une fonction de protection. Une fonction de protection, c'est-à-dire c'est celle qui va, face à un certain danger, pour le sujet, alors que ce soit on va voir qu'il peut y avoir dans un danger réel, s'il y a le feu, s'il y a une situation extérieure qui peut être dangereuse pour nous, nous allons avoir une sensation d'angoisse, et en fait on dit que c'est un signal dans le sens où c'est une peur qui va nous permettre d'agir, c'est-à-dire qu'il va nous prévenir qu'il y a un danger, l'angoisse va nous prévenir qu'il y a un danger et va nous pousser à l'action. Mais bien évidemment, tout change quand le danger en fait est intérieur. Quand le danger est intérieur, c'est-à-dire que le danger n'est pas apparemment réel. Par exemple, comme dit Carole, l'angoisse de la mort. Donc, parce que l'angoisse de la mort, c'est pas véritablement un danger réel, sauf si nous sommes au bord de la mort. Alors, d'une certaine façon, nous sommes toujours au bord de la mort, dans le sens où elle peut arriver n'importe quand, mais que nous ne pouvons pas vivre avec cette angoisse constante, dans le sens où, ne l'oublions pas, nous ne mourrons qu'une fois, qu'une seule fois. Alors que quand on vit angoissé avec cette idée que nous pouvons mourir, c'est comme si la mort était là tout le temps. Comme si, justement, alors que la mort, elle va apparaître qu'une seule fois. Donc ce sont en fait des dangers qu'on fantasme, des dangers qui ne sont pas réels. Alors qui ne sont pas réels, entre guillemets. C'est ça parfois l'angoisse, et là alors qu'il n'y a pas de danger réel. Exactement. Qu'il n'y a pas de danger réel. Alors quand on va dire qu'il n'y a pas de danger réel, mais on va voir que, Myriam, bonsoir, qu'il n'y a pas de danger réel, apparemment, extérieur, mais qu'il peut y avoir un danger réel dans l'intérieur de l'appareil. C'est-à-dire que le sujet va considérer qu'il y a quelque chose, donc que sa situation, Céline, bonsoir, que sa situation, la situation psychique, on va dire, il y a un danger. Et qu'il va donc apparaître l'angoisse face à cette possibilité de danger. Annie, bonsoir. Donc, dans ces cas-là, on va dire que l'angoisse qui avait comme fonction d'être, Mariam, bonsoir, d'être protectrice, en fait, elle va devenir une souffrance. Elle va devenir une souffrance. Et Manel, bonsoir. Donc, et il y a une chose qui va être aussi importante, c'est que très souvent, on est habitué à certains symptômes. Il y a certaines personnes qui vivent de façon angoissée, on va dire, pratiquement tout le temps, ou qui se sont habitués, Salma, bonsoir, qui se sont habitués à ces symptômes, et qui les considèrent comme leur manière de vivre, comme quelque chose qui fait partie de leur personnalité. Ah, je suis une personne qui se préoccupe de façon excessive. Ah, je suis toujours pressée, inquiète, nerveuse. Je crains le futur.
je me crois incapable d'obtenir mes objectifs. Voilà, c'est ça, comme s'il s'agissait de traits de la personnalité. Et non, ce n'est pas un trait de la personnalité, ce sont des symptômes, des manifestations d'angoisse que le sujet ne sait pas gérer, on va dire, pour utiliser un terme pas tout à fait approprié, mais ligne vente, bonsoir. Donc pas tout à fait approprié dans le sens, il ne s'agit pas d'une gestion, sinon qu'il s'agit on va voir un petit peu de quoi on va parler par la suite. Donc, c'est-à-dire que personne n'est comme ça. Ce n'est pas un trait de caractéristique d'avoir peur du futur, d'être toujours... Les complotistes seraient des angoissés. Et les complotistes seraient des angoissés. Ah bah oui, ou des anxieux, on va dire, non, puisqu'ils vont toujours... Ces symptômes sont très désagréables, une impression de mourir. Et donc, on va dire plutôt des anxieux, c'est-à-dire qu'ils pensent toujours le futur comme quelque chose de catastrophique. Mais je pense que l'idée de complot aussi, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Amina, bonsoir, c'est quelque chose de tout à fait particulier, parce que les complotistes, c'est ceux qui pensent que tout est organisé pour quelque chose de négatif. Bon, alors, mais oui, on pourrait faire cette lecture. Mais on va dire que donc personne n'a cette personnalité. Ça, c'est peut-être pas un trait de la personnalité d'être comme ça. C'est-à-dire que c'est une maladie. C'est une maladie. Et comme c'est une maladie, ben, il y a un traitement à cette maladie. Il y a la possibilité de ne pas vivre. Alors, l'angoisse, la manifestation d'une dépression. Pas obligatoirement, Céline. Alors, c'est-à-dire que nous pouvons traiter ces manifestations pour ne pas avoir à vivre avec ça. Mais après, on va voir que, vous savez que le sujet, quand il produit ces symptômes, c'est toujours une solution pour le sujet face justement à ce danger qui se manifeste dans l'appareil psychique. Donc c'est pour ça que c'est une manifestation, on va dire, Isabelle, angoisse symptôme de la bipolarité. Alors, merci Adeline. Donc on va dire que l'angoisse, elle n'est pas associée à quelque chose de particulier, sinon qu'elle peut se manifester dans ton nombreux cas. Quand on disait que c'est quelque chose qui peut être normal, l'angoisse, c'est-à-dire chaque fois qu'on doit vivre quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu, qu'on doit passer un examen, qu'on a une nouvelle responsabilité dans le travail, qu'on doit monter sur scène, non, ce qu'on appelle le trac. Tout ça, ce sont des moments où on peut passer par un moment où on dit aussi, on parle de l'angoisse de l'écrivain. L'angoisse de l'écrivain, c'est-à-dire que face à la feuille blanche, il y a toujours un moment d'angoisse. Alors on va dire un moment d'angoisse qui va être perçu ou non perçu, parce qu'il y a des angoisses soignées avec antidépresseurs ou des spéciales. Christine, bonsoir. Donc, ce qui nous intéressait, Sama, bonsoir, de souligner aujourd'hui principalement, c'est le fait que vivre angoissé, c'est une maladie. Que ce n'est pas un trait de caractère, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre manière d'affronter la vie, c'est notre manière maladive d'affronter la vie, qu'il y a d'autres manières pour affronter la vie. Bonsoir, je suis bipolaire et angoissée à cause de ma famille, je suis tombée malade. Donc vous devez faire une psychanalyse. Donc c'est-à-dire que pour tout le monde, même pour Isabelle, nous avons le droit de conquérir une santé mentale, c'est-à-dire de travailler pour la santé mentale. L'angoisse flottante, ça je ne connaissais pas l'angoisse flottante. Donc c'est-à-dire, parce que ce n'est pas exactement, David, bonsoir, c'est pas exactement une angoisse flottante, sinon c'est une angoisse qui fait partie de notre vie, qui peut se manifester dans certaines situations. Après on peut la passer rapidement, on peut, je veux dire, face à certaines situations nouvelles, face à l'inconnu, mais bon, ça passe. Après, on continue notre vie. On n'est pas obligé de... Parce qu'il y a des gens qui, pour éviter l'angoisse, vont tout faire pour jamais se retrouver dans une situation inconnue, dans quelque chose de nouveau. Non, Brigitte, bonsoir. C'est-à-dire qu'ils vont
essayer d'éviter ces états qui sont bien évidemment très difficiles. Donc vous savez que l'angoisse et l'anxiété, donc ce sont des motifs de consultation, autant chez les médecins que chez les psychanalystes ou chez les psychologues en général. C'est un motif de consultation assez important, très fréquent, on va dire. Pourquoi? Parce que, bah, évidemment, c'est quelque chose qui nous touche tous. Alors on peut dire, dans la société dans laquelle Ismaël, bonsoir, Amina, se pousser de sa zone de confort, c'est difficile, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire la zone de confort? Parce que la zone de confort, en fait, ce sont des idées. Des idées. On a des idées et que notre zone de confort, c'est se maintenir à ces idées. Même si c'est des idées qui nous font mal, même si c'est des idées qui sont contre notre bien-être, les gens sont de plus en plus angoissés. Christelle, bonsoir. Alors, les gens sont de plus en plus angoissés, c'est-à-dire que les gens ont de plus en plus de difficultés à faire face à la réalité sans produire des symptômes. Ça peut être, ça peut être. C'est pour ça qu'il faut utiliser les services d'un psychanalyste qui est un professionnel tout à fait adéquat pour ce genre de situation. Donc, on disait que, effectivement, donc on peut être angoissé de façon passagère, être stressé un petit peu parce qu'on a un surplus de travail, etc., parce qu'on a une nouvelle activité à laquelle on doit faire face, etc. Mais ça, ce sont des éléments qui font partie de la vie de tout le monde et de tous les jours. Et, et, donc, et après, et c'est ce qui va nous intéresser un petit peu de voir aujourd'hui, c'est en fait, parce que avoir un petit peu de stress de temps en temps dans certaines situations, non, ça fait partie de la normalité. Par contre, les personnes, Sylvie, bonsoir, qui souffrent d'un trouble d'anxiété généralisée, c'est une maladie dont il faut s'occuper. Pourquoi? Parce que l'anxiété, la particularité qu'elle a, comme c'est quelque chose de psychique, non, elle va déboucher ensuite sur d'autres types de manifestations. Que ça va, elle va pas en rester là. Elle va pas en rester là. Vous répondez jamais à mes salutations. Yazid, bonsoir. Adeline, j'ai pris connaissance de vos vidéos il y a peu, c'est très instructif, vos apports sont très enrichissants. Je vous en prie, Adeline. Donc, parmi ces troubles, j'ai eu un entretien d'embauche, mais le jour même, j'ai moins angoissé. Ben voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça ne sert à rien de devancer les événements. Céline, elle dit lesquels. Je ne sais plus de quoi, juste ce que je disais. Donc, ces troubles très souvent se manifestent. Non, par exemple, il y a des typiques crises d'anxiété. Comme on disait, une accélération du rythme cardiaque, on commence à suer, on commence à respirer plus, Claudette bonsoir, plus rapidement, on peut commencer à trembler, l'oppression dans la poitrine, et tout ça est-il le moteur unique des névroses? Non, pas du tout. Sur quoi l'angoisse peut déboucher? Eh bien, sur des maladies organiques. Sur des maladies organiques. Quand elle n'est pas traitée, non, quand elle s'installe, on va dire, je vous en prie, Yazid. Donc, on va dire, et après, il y a des sensations très désagréables, c'est-à-dire, il y a des personnes qui peuvent, un bonsoir, sentir qu'ils vont devenir fous, sentir qu'ils vont mourir, non, et c'est-à-dire que les attaques d'angoisse et les attaques d'anxiété, c'est quelque chose qui est vraiment très désagréable. Myriam, bonsoir. Et parfois, l'anxiété, elle va se manifester d'une manière moins aiguë, qui va être plus difficilement. Les périodes angoissées viennent des traumatismes de l'enfance. Parce que non, ce n'est pas en relation spécifiquement avec l'enfance. Justement, c'est ce qu'on va voir, non, bon, on va continuer un petit peu pour voir si j'y arrive. Et là où je vais arriver, on va dire, il peut y avoir des troubles somatiques, c'est-à-dire des diarrhées chroniques, de temps en temps des vertiges, des arythmies, des crises un petit peu qui ressemblent à des crises d'asthme ou des douleurs musculaires généralisées ou chroniques, des maux de tête. Tout ça, ça fait partie de ces possibles manifestations qui peuvent être en représentation donc avec l'anxiété. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus discret dans le sens où c'est tolérable. Le sujet, bon, il se prend un petit médicament et puis le mal de tête passe. Sylvain, bonsoir. Bonsoir, est-ce que l'angoisse est une maladie? Non, ce n'est pas incurable. D'accord? C'est-à-dire que c'est une maladie, effectivement,
quand elle se manifeste de façon somatique. Angoisse, système d'alarme qu'utilise l'inconscient pour déclencher les mécanismes de défense du moi. Mais pas obligatoirement les mécanismes de défense du moi, sinon que l'angoisse, c'est bon, pourquoi pas, mais il n'y a pas obligatoirement des mécanismes de défense, c'est-à-dire que face à l'angoisse, comme on disait, une personne psychanalysée, on va dire, une personne psychanalysée va trouver un autre chemin que d'utiliser un mécanisme de défense du moi. Est-ce en rapport ou semblable à l'hystérie? Non, justement, on va voir que c'est quelque chose de différent, Christine. Dans l'hystérie, il va y avoir cette conversion, donc on va voir justement. Donc, dans l'anxiété, il y a en général une préoccupation excessive. On s'inquiète de façon excessive pour la santé des gens qui nous entourent. Une dépression des plus... Non, l'angoisse, elle va déboucher plutôt sur des problèmes somatiques. Et donc on disait qu'il y a l'anxiété qui a tendance à s'inquiéter pour la santé des autres. Il y a aussi, on va dire, la tendance à une interprétation pessimiste de la réalité. Non? Et c'est-à-dire que le moindre symptôme, et tout de suite on s'imagine que ça va être quelque chose de catastrophique. Non, l'hypnose, Sylvain, la psychanalyse n'utilise plus l'hypnose, et l'hypnose c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Et donc face à une petite, un petit symptôme, tout de suite on va imaginer le pire. Donc en général, l'anxieux, c'est ça, il va toujours imaginer le pire, mais en relation avec la santé des autres, pas la sienne directement. C'est-à-dire qu'il y a une vision catastrophique du futur, la tendance à une vision catastrophique du futur. Et ensuite, il y a une tendance, et Floriane, bonsoir, et il y a une tendance exagérée à vouloir contrôler toutes les situations de notre vie. Hein. Et même les situations les plus ordinaires, même les plus quotidiennes, on veut toujours tout contrôler. Hein, que tout soit comme on veut que ce soit pour éviter l'incertitude, pour éviter l'inconnu. Donc, je contrôle tout pour qu'il n'y ait pas de surprise. C'est-à-dire qu'on essaye de prévoir tout ce qui peut se passer, hein, et que rien n'est laissé au hasard, et qu'en général, on déteste qu'il y ait des modifications à ce qui a été prévu. Hein, et que face à ces modifications, il y a une réaction de frustration terrible, donc quand ce qu'on avait programmé, en fait, ne va pas être réalisé. Il y en a toujours quoi? La tendance au contrôle, vous dites? Il y en a toujours. Mais ça, c'est une exagération. En général, nous n'avons pas besoin de contrôler comme ça. L'être humain, il n'a pas besoin de tout contrôler. Il doit se préparer. Si je viens parler avec vous ce soir, je dois faire une préparation. Mais il y aura des imprévus. Je peux faire des gaffes. Il y aura, je dirais pas exactement ce que j'avais prévu, sinon que d'autres choses. Alors peut-être mieux que ce que j'avais prévu ou peut-être moins bien. Mais dans tous les cas, le contrôle n'est pas nécessaire. Hein, que nous avons une grande capacité d'apprentissage pour pouvoir faire face aux différentes situations sans avoir besoin de contrôler. Et après, il y a bien évidemment dans la vie quotidienne des actes qui se font de façon automatique, on va dire, automatique, où on n'a pas besoin de faire super attention quand on va préparer le café, où ce sont des actes qui vont se faire sans que toute notre attention participe à ça, ou quand on va se laver, s'habiller, etc. Donc, par contre, l'anxieux, il a une hyper attention à tout ce qui se passe. Il est constamment en alerte, au cas où il y aurait quelque chose qui ne se passerait pas. Marie-Thérèse, comment différencier la phobie de l'angoisse? L'angoisse, elle n'a pas d'objet, alors que la phobie, c'est une angoisse qui a un objet, alors que l'angoisse, il n'y a pas d'objet. Ah, j'ai réussi à répondre tout de suite, bravo Clémence. Donc, l'anxiété, c'est une situation constante en alerte, c'est-à-dire qu'il y a toujours un danger qui nous guette. L'anxieux, il pense qu'il y a toujours un danger qui le guette, que n'importe quel bruit peut commencer à le déranger, il est susceptible, irritable,
Et si tout va bien, il va se demander comment ça va finir, où va y avoir, quand va arriver la catastrophe. Donc, ce sont des gens qui peuvent souffrir un petit peu d'insomnie, d'hypersensibilité au bruit et qui ont un sommeil aussi assez superficiel. Hein, Amina, merci. Donc c'est pour ça qu'on va associer cet état d'anxiété à de nombreuses peurs, aux phobies, l'agoraphobie aussi, non? Ou la peur des espaces ouverts, la peur des transports, on va dire la phobie des transports, ou des lieux fermés, des avions, des centres commerciaux, du métro, de l'ascenseur, tout ça. Donc ça fait partie de l'anxiété, des exagérations de l'anxiété bien évidemment, et aussi l'hypocondrie. L'hypocondrie, donc, est une préoccupation spécifique pour la santé du sujet. C'est-à-dire que la moindre manifestation, ça va être quelque chose qui va déboucher sur une maladie. Ça, c'est l'idée de l'hypocondriaque. Et donc, pour faire face à ça, bah, de temps en temps, certaines personnes vont utiliser certaines drogues pour, pour diminuer en fait cette sensation d'angoisse ou cette sensation d'anxiété. Donc, et ils vont utiliser certaines drogues, l'alcool par exemple, et comme si c'était un médicament. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc cette addiction qui peut découler donc de ces situations d'angoisse, en fait, si on traite l'anxiété, l'addiction va disparaître. Bon, d'accord? C'est-à-dire que c'est une addiction qui va couvrir une autre situation. Donc, et ensuite, bien sûr, il va y avoir des troubles, non? Des troubles sexuels comme l'éjaculation précoce, et donc qui vont, avec un traitement approprié, bien, les troubles sexuels vont s'améliorer. Vont s'éliminer plutôt, pas s'améliorer. Et alors, ce qui va être intéressant dans on va essayer de penser un petit peu cet appareil, c'est-à-dire que nous sommes un tout. Nous sommes un corps et nous sommes un psychisme. Et que ces deux éléments sont inséparables. En fait, nous sommes un tout formé de ces deux éléments. Puisqu'en fait, notre corps ne peut pas être indépendant de notre psychisme, dans le sens où notre corps, en fait, c'est un corps qui a été fait, qui a été fabriqué avec des mots, avec le langage. Donc c'est pour ça que le traiter uniquement comme quelque chose de biologique, ben c'est erroné. Non, on ne peut pas, je vous en prie Isabelle, on ne peut pas se limiter à prendre notre corps comme s'il s'agissait de quelque chose d'uniquement biologique. Parce qu'en fait, on s'est construit avec les mots, on s'est construit avec les phrases qui nous ont accompagnés pendant notre développement. Par exemple, non? Donc, nous sommes des êtres de langage. C'est pour ça que le psychisme et le corps sont associés. Non? L'angoisse est-elle la manifestation d'un conflit psychique? Non, pas d'un conflit obligatoirement. Alors, quand on dit que, Corinne, bonjour. Donc, quand on dit que nous avons ces deux côtés, c'est-à-dire que nous avons quand même, et quand on étudie, bien évidemment, on va étudier le corps d'un côté, on va étudier le psychisme de l'autre, mais sans oublier qu'ils sont en association, qu'ils vont ensemble. C'est pour ça que, par exemple, la psychanalyse, c'est un instrument qui est très bénéfique pour les gens qui sont en traitement, dans un traitement médical pour une maladie. Pourquoi? Parce que ça va permettre que les médicaments vont mieux fonctionner, que les traitements vont mieux s'appliquer et que le sujet va pouvoir faire face aux bénéfices du traitement médical. C'est quelque chose qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas que la psychanalyse toute seule, elle va pouvoir guérir un cancer, sinon qu'elle va pouvoir accompagner le sujet dans son traitement du cancer pour qu'il puisse accepter les bénéfices du traitement médical. Alors, nous avons donc, on disait que toute stimulation psychique doit être élaborée chez un sujet normal, c'est-à-dire un sujet normal, un sujet qui a cette capacité, on va dire, qu'il va être élaboré la stimulation de façon psychique et de façon somatique. Bonsoir Sophie. Par exemple, si on nous caresse, il va y avoir une stimulation somatique
Et ce qui sera normal, c'est que cette stimulation va s'élaborer par des voies somatiques et par des voies psychiques. Quand on va dire des voies psychiques, ça veut dire la parole, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de parler. Et en fait, quand on fait référence à la névrose d'angoisse, et en général avec toutes les névroses actuelles, pourquoi l'angoisse prend... j'ai pas vu. Pardon, tout se communique si on y est perméable et si on est longtemps en contact avec... Alors non, tout est en communication tout le temps. C'est-à-dire qu'un être humain, c'est une partie, c'est un corps, et une autre partie, c'est le psychisme, mais qui sont en relation l'un avec l'autre. Donc, si nous recevons une impulsion somatique, nous devons être capables de pouvoir élaborer cette tension que va nous procurer la sensation somatique par la voie psychique et par la voie somatique. Avoir une réponse, c'est-à-dire une décharge de l'énergie, non? Parce qu'il s'agit toujours d'une question d'énergie. Et donc on dit que dans la névrose d'angoisse, comme dans toutes les névroses actuelles, en fait il y a une difficulté d'élaborer le somatique par voie psychique. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté à s'exprimer, on pourrait dire d'une certaine façon, mais à élaborer de façon psychique. C'est-à-dire que toutes les stimulations somatiques vont être élaborées de façon somatique. Donc en fait, tout reste comme si le psychisme n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a une certaine négation de la part du sujet à ne pas vouloir accepter que son psychisme, il existe et qu'il a une importance dans sa vie. Donc il va essayer de tout résoudre. Alors, vous voyez que ça, ce sont des idées inconscientes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir ce genre de tendance en disant que, non, pas du tout, moi je sais bien que j'ai un psychisme et tout ça, mais pourtant, non, ce sont des phénomènes, donc je dis inconscients, et qu'on va voir le résultat quand il y a des stimulations somatiques et le sujet ne sait pas l'élaborer d'une autre manière que de façon somatique. Et donc il va y avoir toujours de la tachycardie, les mains qui suent, etc. Et que si tout ça c'est pas pris en compte, c'est-à-dire que le sujet va dire non, moi je suis comme ça, c'est ma personnalité, tout ça peut, avec l'insistance, avec cette insistance, cette persistance de cette impossibilité à élaborer de façon psychique, ça peut produire des lésions organiques. Et il peut y avoir des manifestations, donc, puisque tout passe toujours par le corps. Tout va toujours passer par le corps. Il n'y a pas de possibilité de décharger l'énergie de façon psychique. Alors, et c'est là où Freud, justement, il va nous montrer un petit peu la différence entre l'hystérie où on va parler de ce phénomène de l'hystérie, de conversion de l'hystérie, c'est-à-dire que, où l'hystérique, en fait, elle a une impossibilité d'élaborer les stimulations psychiques par voie psychique. De telle manière qu'une phrase qu'elle a écoutée, comme elle ne sait pas quoi en faire, on va dire d'une certaine façon, elle ne l'élabore pas, elle va se transformer en innervation somatique. Donc il va y avoir, on donne cet exemple classique en disant on lui a dit une phrase qui ne lui a pas plu, elle n'a pas su répondre, et que cette phrase pour elle, et ça la joue paralysée par exemple. Et Freud, après une analyse, il interprète, il dit vous avez reçu ça comme si c'était une claque dans la figure. Mais comme elle n'a pas été capable de le penser, comme elle n'a pas été capable de l'élaborer, ça s'est transformé en fait par une paralysie de la joue. Et ça, on va dire que c'est une manifestation d'une conversion en fait de la manifestation psychique. Et alors il dit que, par exemple, alors que dans la névrose d'angoisse, l'impossibilité d'élaborer le somatique par voie psychique. Alors donc c'est un autre, c'est-à-dire que la névrose d'angoisse, comme je vous disais, c'est une manière de nier le psychisme. Dans ce symptôme, pas tout le temps, ni tout le temps dans la vie, sinon dans ce symptôme. Rappelez-vous que on n'est jamais qu'une seule chose, qu'on utilise de nombreux mécanismes et que selon les différentes situations, on va aussi, c'est-à-dire que dans certaines situations, on va résoudre la situation de façon hystérique, dans une autre avec une névrose d'angoisse, dans une autre avec un autre type de mécanisme. D'accord?
C'est-à-dire que on ne peut pas mettre d'étiquette comme ça aux gens, comme s'il s'agissait de marchandises. Alors, alors, il y a une tendance, comme je le disais, qui cherche à normaliser la situation, c'est-à-dire dû à un conflit entre le surmoi et le moi. Bon. Non. Et donc il y a une tendance qui cherche, parce qu'en fait il n'y a pas, dans la névrose d'angoisse, en fait il n'y a pas de mécanisme psychique, on vient de le dire, c'est du somatique au somatique. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, le psychisme n'est pas inclus. Donc, alors il y a une tendance, je disais, qui cherche à normaliser la situation. C'est-à-dire qu'on va prendre des tranquillisants, parce que dans le travail il se passe telle ou telle chose, donc j'ai besoin d'être aidé un petit peu pour faire face, pour supporter la tension qu'il y a, que le rythme du travail actuellement est très tendu, accéléré, donc je prends des tranquillisants. Alors que le rythme de travail peut être accéléré sans que moi j'ai besoin de m'accélérer avec le travail. Non, ce sont deux choses différentes. Donc, nous ne sommes pas obligés, ni quand il y a un surplus de travail, de souffrir, ni de stress, ni d'angoisse. Ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors, pour revenir à cette chose dont on parlait de la zone de confort, je ne sais plus qui faisait référence à cette zone de confort, que puisque nous vivons dans une société qu'on appelle de confort, hein, et nous avons l'idée qu'il existe un idéal de la tranquillité. Il y a des gens qui cherchent la tranquillité, qui veulent être tranquilles. C'est-à-dire que rien ne doit m'altérer, rien ne doit me déranger, je cherche l'équilibre, et donc dès qu'il y a quelque chose qui m'inquiète, je considère que ça c'est pas normal. Vous voyez, ça c'est l'autre côté. C'est-à-dire que je vais considérer que ça c'est pratiquement un symptôme, parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète, parce que je devrais réussir à trouver l'équilibre. Mais en fait, Freud, il va dire que l'équilibre pour l'être humain, ce n'est pas quelque chose qui correspond à l'être humain, que l'équilibre, c'est pas quelque chose qui appartient à l'être humain, la possibilité de cet équilibre dont on parle. Non, parce qu'en fait, la vie n'est pas toujours tout le temps plaisante, et on ne peut pas prétendre avoir une vie constamment plaisante, ça n'existe pas, ou une vie constamment jouissive, ça n'existe pas non plus. Non, ce sont des choses que l'être humain n'a pas la capacité de maintenir cet état. En plus, rappelez-vous que l'être humain, il jouit principalement des contrastes. Hein? Il y a cette blague de cette personne qui se tapait la tête contre les murs en disant non, j'adore, parce que quand j'arrête, ça fait du bien. Donc, bon, c'est une exagération, mais c'est pour montrer que l'être humain, il a la capacité de jouir, et principalement de jouir des contrastes, et que le bonheur ne va pouvoir se trouver que en étant en situation de contraste régulièrement. Alors, on n'a rien à faire de spécial pour être en contraste, parce que la vie nous le donne. Non, mais pas parce que ça vient de l'extérieur, sinon parce que aussi ça vient de l'intérieur. Il y a des jours, je me lève et je suis en pleine forme. Il y a des jours, je ne sais pas pourquoi, non, aujourd'hui, je ne suis pas en pleine forme. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, et il n'y a rien à chercher de spécial, simplement que, oui, il y a des jours, c'est excellent, il y a des jours, ça l'est moins, ou il y a un moment de la journée, c'est super bien, et puis tout d'un coup, ça disparaît. D'accord? C'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres équilibrés. On va dire, et surtout qu'il ne faut pas le chercher, qu'il ne se cherche pas exactement, car l'homéostasie, c'est-à-dire, non, je me rappelle cette image qu'avait donnée Michel Tournier dans Vendredi ou les limbes du Pacifique, où il faisait écrire Robinson Crusoe, qui après l'explosion de sa caverne, où il avait toutes ses réserves de tout, en fait il était tombé dans une sorte de boue, et il était complètement coincé dans cette boue, et il sentait que les vapeurs de la boue, en fait, d'une certaine façon, l'enivraient, et qui, non, il raconte ça, non, et qu'il aurait pu rester là. Il n'y a rien qui me pousse ailleurs, je peux rester là, comme les gens qui prennent de l'opium et qui vivent avec l'opium dans cette idée d'extase, que je ne sais pas si ça existe vraiment, même avec l'opium, une idée d'extase permanente. Alors, tout ça, c'est notre relation avec deux situations qui s'y appartiennent à l'être humain, c'est l'attente et l'incertitude. Et que l'attente et l'incertitude, en fait, ce sont des sentiments qui sont très mal tolérés par les êtres humains, en général.
C'est-à-dire que nous avons beaucoup de difficultés à tolérer qu'on doit attendre, que la satisfaction ne peut pas venir comme ça tout de suite, qu'il va falloir que j'attende. Et non seulement ça, sinon qu'il y a une chose qui va être très intéressante, c'est de voir que quand on apprend, non, c'est ce qu'on apprend aux enfants, non, tu ne peux pas l'avoir tout de suite, il va falloir attendre. D'abord, tu dois faire tes devoirs, d'abord, tu vas faire ceci, pour pouvoir attendre, avoir ce que, bonsoir Fabienne, non, ce que tu vas pouvoir obtenir. Et en fait, il va nous dire que quand on apprend à attendre, en fait, la satisfaction va être bien plus grande. Pourquoi? Parce qu'il a fallu un travail pour l'obtenir, parce qu'il a fallu faire quelque chose pour l'obtenir. Les satisfactions immédiates, non, ce sont des satisfactions qui partent rapidement et qu'en fait qui ne produisent que très peu de satisfaction. Que nous allons avoir de grandes satisfactions quand il va s'agir justement de la possibilité d'obtenir, comme les gens qui ont travaillé longtemps dans un projet et quand tout d'un coup le projet aboutit, il y a une grande satisfaction parce qu'enfin on y est arrivé. Donc, et ça c'est la possibilité d'apprendre à attendre. Non, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Apprendre à attendre parce que, c'est-à-dire que, bon, je donne cet exemple d'apprendre à attendre pour obtenir une plus grande satisfaction, mais aussi apprendre à attendre que la réalité me propose. Si je commence à fantasmer sur le rendez-vous que j'ai demain, et que j'imagine, je ne sais pas attendre, je dois provoquer le rendez-vous parce que je ne sais pas, non, je ne sais pas attendre que le rendez-vous se présente. Alors j'ai l'impression que je dois le préparer dans ma tête, encore une fois, tentative de contrôle. Et quand la situation arrive, ça ne correspond en rien avec ce que j'avais imaginé, je ne suis pas celle que j'avais imaginé être, et que la situation n'est pas non plus celle que j'avais imaginé qui allait se produire. Donc le besoin de contrôler, c'est ne pas être capable, bien évidemment, de supporter l'incertitude. Alors que notre vie, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? On peut même avoir un programme, bien sûr qu'on a un agenda et on a programmé quelque chose, mais l'incertitude, elle fait partie de notre vie. Et donc à chaque fois, ça fait partie. Donc on dit que ça, c'est des sentiments qui sont difficilement tolérables. Pourquoi? Parce que le sujet, nous, en général, nous voulons diriger notre vie comme nous le voulons. En fait, nous sommes un peu des dictateurs, chacun d'entre nous. Nous voulons que notre vie soit comme on le pense. Des dictateurs, des tyrans. On ne veut pas être dirigé par des tyrans ni par des dictateurs, mais nous le sommes avec nous-mêmes. Alors que nous devrions apprendre justement à nous laisser tranquilles. Non, quand on dit vis et laisse vivre, non, mais c'est laisse-toi vivre. Parce qu'en se laissant vivre, que l'incertitude produit de l'angoisse de mort, elle dit Adeline. Donc ça, c'est de l'anxiété, ça s'appelle de l'anxiété, c'est-à-dire que c'est un sentiment d'incertitude tout à fait mal toléré. Réglage chez les organismes vivants de certaines caractéristiques physiologiques. Alors, mais ça c'est autre chose, Philippe, non? Vous faites référence à une position biologique du sujet, donc qui fait référence à un autre secteur, on va dire. Donc, face à ces sentiments qui ne sont pas bien tolérés par le sujet, puisqu'il faut apprendre, de la même façon qu'on va apprendre à l'enfant que tout ce qu'il désire ne peut pas être obtenu de façon immédiate, ben, il va falloir apprendre aussi que nous vivons, que notre vie est incertaine, que c'est une situation normale de la condition humaine, l'incertitude. Donc, de la même façon que nous avons appris pour certains à accepter qu'il faut remettre à demain la satisfaction qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui, et qu'il faut en plus faire un travail pour l'obtenir, et que l'incertitude peut amener de la satisfaction. Tolérer l'incertitude peut amener la satisfaction. Mais ce n'est pas exactement de la satisfaction, parce que disons que ça nous permet de mieux vivre, tolérer l'incertitude. De ne pas être toujours à la défensive, de voir qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce que je dois faire. Donc, parce que tout ça, ça produit, ne pas être capable de tolérer l'incertitude, ça produit de l'anxiété. Et ce qui est fait, c'est que très souvent, la personne qui est anxieuse, comme elle ne tolère pas l'incertitude, en fait, elle veut conclure tout de suite tout. Allez, on va conclure tout ça rapidement. Comme ça,
Non, on ne maintient pas l'incertitude. On a une réunion, comment elle va finir, on ne sait pas. Donc on essaye de résoudre les éléments de la réunion rapidement, comme ça on arrive et on a moins à supporter de temps d'incertitude. Hein. Donc, alors on va essayer de conclure les choses de façon plus rapide que ce que la réalité demanderait réellement, ou directement on ne va pas les commencer. On va inhiber, on va dire, pour éviter l'anxiété, on va inhiber certaines actions, non, et certaines actions pour éviter cette situation d'anxiété. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a plein de choses que pour se défendre de l'anxiété, le sujet est capable d'inhiber, de ne pas réaliser quelque chose qu'il a envie de réaliser, mais comme il y a un passage d'incertitude à passer et qu'il n'est pas capable de tolérer, bah du coup, directement, il renonce à l'action. Il renonce à l'action. Hein. Donc il y a ce désir de vouloir conclure, d'agir avec rapidité, et il y a toujours une sensation d'urgence, d'urgence pour terminer les choses. Donc, les personnes qui vivent bien évidemment avec ces troubles anxieux sont envahies de ce sentiment d'inconfort, à cette anticipation excessive, à imaginer toujours les possibles difficultés qui peuvent, les problèmes qui peuvent survenir avant même que l'action ait démarré. Donc, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une précipitation dans l'action qui ne correspond pas. C'est-à-dire qu'on vit à un temps différent du temps. Donc on n'est pas du tout dans la réalité, on n'est pas du tout dans la réalité. On est dans son imagination. Donc on disait que l'anxiété, la particularité de l'anxiété, c'est qu'elle est seulement mentale. C'est-à-dire que ce sont seulement des idées. L'anxiété, ce sont seulement des idées. Mais des idées que le sujet a des difficultés à tolérer. Donc bien évidemment, face à cette situation, le remède, c'est de se psychanalyser. Parce que les conseils ne servent à rien. On a beau expliquer aux gens, c'est pas la peine, vous devez apprendre, vous devez tolérer l'incertitude, mais l'anxieux, il ne peut pas tolérer l'incertitude. Donc il faut utiliser un professionnel qui va nous aider, on va dire, à apprendre à pouvoir tolérer cette incertitude. Et que le traitement médical, bien évidemment, les médicaments servent, de façon, les médicaments vont servir de façon momentanée, mais qui ne vont en rien résoudre la situation. Alors attention, c'est imaginaire, exactement. Donc la médication, elle va aider, mais de façon passagère, et puis en plus, comme vous savez, après il faut augmenter les doses, parce que ça fait plus, et puis qu'il y a les effets secondaires, et qu'en plus, bien évidemment, c'est pas une solution. Et c'est pas une solution, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solution à la vie. La vie, il n'y a pas de trouver une solution, sinon que la solution, c'est apprendre à vivre. C'est ça la solution. C'est apprendre à vivre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, c'est-à-dire qu'on nous a lancés dans le monde avec des instruments tout à fait inadéquats pour faire face à la vie, puisqu'on nous a fait croire que ce que moi je ne pouvais pas, les autres ils peuvent. Moi je ne peux pas, mais les autres si, ils peuvent. Ça par exemple, c'est complètement erroné. C'est-à-dire que l'autre, s'il peut, c'est parce qu'il fait le travail pour pouvoir réaliser certaines choses. Que l'autre, il tolère l'incertitude parce qu'il a appris. D'accord ? Donc, il y a cet apprentissage qui va être nécessaire parce qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris qui nous sommes en tant qu'être humain. On ne nous l'a pas dit. On nous a fait croire qu'il y avait un corps, une biologie, une anatomie, une sexualité dans un coin, un mécanisme. Vous avez raison, il n'y a pas de solution à la vie. La psychanalyse permet peut-être de le réaliser, de l'accepter. De trouver des solutions à comment vivre. Comment vivre, parce qu'il n'y a pas de solution à la vie, mais on peut apprendre à savoir comment je veux vivre. Comment je veux vivre moi. Parce qu'en plus, moi je veux vivre, mais je ne veux pas vivre comme mon voisin, ni comme ma voisine. Et je veux ma propre vie, qui est tout à fait particulière. Les solutions de ma voisine, c'est les solutions de ma voisine. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dois produire mes propres solutions. Je dois produire mes propres instruments pour résoudre. Donc, quand on va dire la psychanalyse, c'est un instrument
qui est fabuleux. Mais après, chacun va l'utiliser d'une manière différente. D'accord? Donc, c'est-à-dire que chacun va faire de son psychanalyste, même avec le même psychanalyste, chacun va faire de son psychanalyste une chose et quelqu'un d'autre va faire autre chose. D'accord? Donc, à chaque fois, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et ça dépend de la position de chacun, c'est-à-dire sa relation à la vie, sa relation aux autres, sa relation avec lui-même. Donc, il y a beaucoup de choses, bien évidemment, qui rentrent en jeu. Donc, d'une création, exactement, Fabienne. Créer notre propre vie. Nous devons créer notre propre vie. Parce que quand nous ne créons pas notre propre vie, en fait, nous faisons la vie que d'autres ont pensé pour nous. En fait, nous allons vivre ce que d'autres ont pensé pour nous et nous allons faire la vie que les autres, ils ont pensé qu'on devait faire ça, qu'on devait faire ça, qu'on devait faire ça. Et donc, on fait ce qui était prévu pour nous. Et quand je dis les autres, je ne parle pas de nos parents, je parle de la société. La société, elle a prévu, elle a déjà tout prévu pour chacun d'entre nous, comment nous devions vivre. Et donc, si nous ne réalisons pas un travail sur chacun d'entre nous, ben, nous allons finir par vivre ce que la société, parce que la société, elle a une idéologie qui est très forte et dans laquelle on se baigne tous les jours, on mange de cette idéologie. Donc, pour pouvoir se séparer un petit peu de cette idéologie, ben, il va falloir travailler sur soi-même, parce que sinon, on tombe dans cette idée que l'idéal existe, que l'équilibre existe. Donc, il y a toutes ces choses que l'idéologie de notre société nous dit ça, que l'équilibre, il existe, qu'il faut le chercher, que oui, vous pouvez réussir à être dans l'équilibre. Hein? Donc, vouloir chercher toujours ce qui va se passer demain, ben, bien évidemment, c'est un inconvénient pour vivre ce qui va se passer aujourd'hui. Hein? Évidemment. Donc, donc il va toujours avoir, comme il ne tolère pas l'incertitude, l'anxieuse, en fait, il va toujours imaginer des choses négatives, autant pour lui-même que pour les autres. Comme il ne tolère pas l'incertitude, le futur c'est toujours négatif. Et alors il y a une phrase qui est intéressante qui dit que celui qui va le plus grandir ou qui va grandir le mieux possible, grandir, c'est-à-dire continuer à se développer, continuer à apprendre, continuer à vivre sa vie en pouvant continuer à l'enrichir, on va dire, c'est celui qui va bien évidemment réussir à faire face à cette incertitude, à apprendre à vivre avec l'incertitude, puisque c'est la condition humaine. Donc à chaque fois que je veux me battre, que je veux être contre ma condition humaine, que je fais des choses contre ma condition humaine, il y a des symptômes. Ça produit des symptômes à chaque fois. C'est pour ça qu'il est intéressant d'apprendre à bien se connaître, mais pas comme seulement en disant Clémence, elle doit se connaître, sinon que Clémence, elle doit se connaître comme être humain. La particularité de cet être humain que nous sommes, chacun d'entre nous. Et ensuite, la particularité de l'être humain, c'est-à-dire, quand on parle de la condition humaine, c'est la condition humaine, c'est-à-dire qu'elle est la même pour tout le monde. Le bonheur n'existe pas à 100% tous les jours, mais on peut avoir une vie heureuse, on peut vivre dans le bonheur. C'est deux choses différentes. Donc, apprendre à vivre avec l'incertitude, apprendre à mourir aussi d'une certaine façon. Apprendre à mourir, ce serait apprendre à mettre des points. À finir certaines choses. Il y a des gens aussi qui ont des difficultés pour terminer quelque chose. Il faut toujours qu'ils l'allongent, qu'ils l'allongent, qu'ils l'allongent. Pour quelle raison les symptômes prennent le dessus? Pour cette incapacité à faire face à notre condition humaine. Donc, il y a le symptôme qui va nous envahir. Et si on ne s'en occupe pas, ou si on ne s'en occupe pas correctement, ils vont prendre le dessus, bien évidemment. Ils vont prendre le dessus. Parce que ce qu'on nous a raconté de la condition humaine, ce n'est pas exactement la condition humaine. Que la condition humaine, grâce aux apports de Freud, nous savons que nous avons un inconscient, que cet inconscient détermine notre appareil psychique, et donc que nous sommes bien plus complexes que ce qu'on nous a raconté à l'école, on va dire. Donc, et quand nous avons tendance, il y a certaines personnes qui ont tendance à idéaliser les autres, comme si les autres pouvaient faire mieux que moi.
et que les autres ne se font pas autant d'erreurs que moi. Hein. Mais en fait, c'est une manière aussi de voir, on va dire, d'idéaliser les autres, non? Mais en fait, nous avons chacun la possibilité d'être meilleur. Meilleur, tout n'est malheureusement pas si simple. Cela dépend de chacun et de ses possibilités. Mais nous avons tous de bien plus amples possibilités que ceux que nous croyons. Nos possibilités, les possibilités de l'être humain sont bien plus importantes et bien plus larges, je veux dire, que ce que nous... Non, on dit il faut connaître ses limites. Non, pourquoi vous... Il faut développer pour que les limites soient bien plus loin. L'angoisse se manifeste différemment selon les structures. Oui, mais ça, ce serait un autre sujet. Bien évidemment que dans la structure, c'est pas selon les structures, sinon que c'est selon l'étape du développement, on va dire, selon la régression. Donc, on va dire qu'il y a, non, la première, il y a cinq types d'angoisse, Freud, il va dire. Et donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de parler et de pouvoir parler en liberté. Pouvoir parler en liberté, c'est-à-dire pouvoir apprendre à parler sans se sujet, sans se juger, sans se juger. Et ça, c'est très difficile. Parce qu'en fait, régulièrement, ce qu'on fait, c'est toujours se mettre des étiquetes. Comme si on allait voir si on allait pouvoir gagner une image, et on aura une image aujourd'hui, on va nous donner une image à l'école ou pas. On va avoir une bonne note ou on va pas avoir une bonne note. Alors, apprendre à parler en liberté, c'est aussi un apprentissage. Et ça, c'est vraiment pouvoir mettre des mots sur des choses qui n'existaient même pas pour moi. Apprendre à parler, c'est me créer une vie. C'est me créer une vie, surtout quand j'apprends à cesser de me juger constamment. Non, c'est pas exactement le mot que je voulais dire. Non, non, mais c'est pas ça. Non, mais non. Ou les personnes directement, je vais dire une stupidité. Voilà, non. Donc, on voit qu'on se juge constamment. Non, et que parler, apprendre à parler, c'est un travail. Alors bien évidemment que tout le monde n'accepte pas de faire. Hein. Tout le monde n'accepte pas de faire. Il y en a qui viennent à leur séance de psychanalyse et qui disent « Mais alors vous n'allez rien dire ?» Non, c'est-à-dire que je préférais que ce soit vous qui parlez parce que comme ça, moi, ça m'évite de travailler. Bah oui, c'est vrai que la personne qui va se psychanalyser, c'est la personne qui travaille. Le psychanalyste aussi. Mais qu'il faut travailler pour se psychanalyser, ça ne se fait pas tout seul. Non, que c'est quelque chose, apprendre, on va dire, à mettre des mots sur des choses, en fait, parce que c'est pas à mettre des mots où j'en ai jamais mis, non? Et sinon que c'est d'apprendre à mettre des mots, en fait, tant que je ne le parle pas, ça n'existe pas dans ma vie. Il y a plein de choses que je pourrais faire fleurir dans ma vie, mais comme j'en parle pas, parce que je sais même pas qu'elles existent, bah du coup, ça n'existe pas pour moi. Alors après, je vais dire, oui, ça existe pour les autres. Bah oui, mais parce que les autres, ils ont mis de l'eau, ils ont mis des graines. Non, ils ont appris à parler pour que ça existe. Mais comme des fois, on a des idées en pensant à un merveilleux voyage qu'une psychanalyse, exactement. Donc, non, la possibilité. Et après, bon, il y a plein d'éléments de notre condition humaine, c'est-à-dire que nos contradictions, nos ambivalences, apprendre à tolérer les changements, parce que c'est pareil, vouloir toujours être la même aujourd'hui, demain et après-demain, bah, c'est quelque chose de pareil qui est impossible. Ce n'est pas possible d'être toujours, vous voyez, il y a des gens qui sont toujours coiffés de la même façon, exactement pareil, pour qu'on ne puisse pas voir qu'ils ont changé depuis hier. Aujourd'hui, ils ont changé. Parce que le changement est obligatoire. D'accord? Donc, il y a... Donc tout ça, ça fait partie de notre condition humaine, que les changements. Donc, il n'y a pas de... que je vais devoir prendre des décisions, que des fois, je vais le faire correctement, et des fois, je ne le fais pas. Des fois, je vais le faire en ma faveur, et des fois, je vais le faire un petit peu, donc, comme si je me mettais des bâtons dans les roues. Donc, ça fait partie de la vie. Je ne peux pas toujours faire les pas corrects, toujours les pas, mais ce qu'on va apprendre, merveilleux et aussi douloureux. Mais la douleur, elle n'est pas obligatoire, non? La douleur, c'est, Olivier, la douleur, c'est une idée, c'est un préjugé. Hein. On n'est pas obligé de sentir la douleur. La douleur n'est absolument pas quelque chose de nécessaire. Donc, la douleur, on va même dire, elle ne sert à rien. Donc non, la douleur, c'est, des fois, il y a des gens qui pensent que la douleur, bah, c'est normal, puisque je suis passée par ceci, par cela, donc c'est normal que j'ai... Non, ce n'est pas nécessaire.
Donc, et après, et il y a, quand on parle des erreurs, non? Le ou les changements peuvent faire peur. Bah oui, mais pourquoi vous avez peur? De quoi vous avez peur? Non? Après, on va dire pourquoi vous avez peur, de quoi vous avez peur. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à parler. Non? Et qu'on dit qu'un homme, une femme, doivent apprendre à tomber, non? Doivent apprendre à se tromper et à se relever comme si de rien n'était. Parce que quelqu'un qui ne fait pas d'erreur, quelqu'un qui ne tombe jamais, pareil, ça n'existe pas. Alors, ou j'apprends à le faire comme une personne normale, comme un être humain, et je tombe, je me relève et je continue. Non? La vie, c'est pas que du bonheur non plus. Il y a de la douleur, et la psychanalyse ou thérapie apprennent à savoir souffrir. Apprennent à savoir souffrir. Non, Stéphanie. Non, la douleur n'est absolument pas nécessaire. Non, la douleur ne sert à rien. Je répète, la douleur ne sert à rien. Que nous avons beaucoup de préjugés en pensant qu'un travail analytique, ça va faire souffrir. Ce n'est absolument pas obligatoire. Après, vous pouvez aller voir le cours que j'ai donné là il n'y a pas longtemps ou l'année dernière, ou je ne sais plus, en début d'année, sur la douleur, pour voir que la douleur, notre relation à la douleur, qui est tout à fait particulière, mais que la douleur n'est pas obligatoire. Quant à que la vie, ce n'est pas que du bonheur, mais nous pouvons vivre dans le bonheur, dans le sens où on ne peut pas être heureux tout le temps, mais on peut être heureux de la vie qu'on fait. Je suis heureuse parce que je suis très contente de la vie que j'ai fabriquée. Pourquoi? Parce que c'est la mienne. C'est pas celle que d'autres personnes avaient décidée pour moi. C'est la mienne. C'est moi qui ai construit ma vie. Et donc, même s'il y a des petits inconvénients par-ci, des petits ceci, ben oui, comme tout le monde, mais moi, je suis très contente parce que, et je le dis au nom de beaucoup d'autres personnes qui peuvent le dire comme moi, donc, qu'on est content de la vie qu'on a fait. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dans ma vie, c'est moi qui l'ai construit. C'est avec l'aide de plein de gens, attention. Non, il y a plein de gens qui ont participé et que j'ai toléré aussi l'aide et la participation de plein de gens, que j'ai réussi à abandonner certaines vieilles idées. Parce que c'est ça aussi qui nous font tomber malade, non? C'est-à-dire que ce qui va nous faire tomber malade, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec des phrases du passé. Je vous en prie, Marie-Thérèse. Non, il y a beaucoup de gens qui vivent avec des phrases du passé. Et ces phrases, il faut les actualiser. Penser que la douleur est nécessaire, que la douleur, c'est une vieille phrase, c'est une phrase du passé. Ce n'est pas nécessaire. Alors, je ne dis pas, c'est pas évident d'éliminer une phrase comme ça, non? C'est comme on dit, c'est une sorte de préjugé. Quand il y a les phrases du passé qui continuent à vivre en nous, c'est comme des préjugés, donc il faut modifier certaines phrases. Et la modification de ces phrases, en général, elle va se faire dans un travail analytique. Hein? Donc il faut changer les phrases, les actualiser. Donc vivre avec des phrases du passé, c'est une manière de vivre dans le passé, effectivement. Et dans le passé, c'est la mort. En fait, la mort, elle n'est pas dans l'avenir. La mort, elle est dans le passé. Parce que le passé n'existe plus. Il n'y a plus rien dans le passé. Hein? Le passé, c'est ce que je vais en dire. Et je peux changer. Je peux changer de récit. Avant, je disais que j'avais été une enfant battue. Et maintenant, je dis, ben non, en fait, mes parents, ils n'étaient pas trop mal. Ils m'ont appris à sentir non, le corps. Je sais pas, je veux dire, de pouvoir interpréter la situation d'une façon différente. Pourquoi? Pour transformer le passé. Séance impeccable, intense, efficace. Merci beaucoup. Je vous en prie, Loris. Donc c'est pour ça que nous allons continuer la semaine prochaine. D'accord, j'ai pas fini. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas encore une bonne idée. Et bon, alors d'accord, on continue la semaine prochaine. Merci à vous pour votre participation. Vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux donc cette vidéo que vous avez appréciée pour que d'autres personnes puissent l'écouter. Vous avez vu, aujourd'hui, on a parlé de sujets qui nous concernent tous et en plus dans une langue pas du tout théorique. D'accord, Agnès, merci, Martine, René Olivier, au revoir, Noureddine, merci à vous, au revoir Stéphanie, merci à vous, Estelle, merci. Et pour ceux qui sont intéressés, qui veulent étudier ou continuer à étudier, vous savez que vous avez le cours du dimanche. Nous allons commencer cette fois-ci un cours sur la métamorphose de la puberté, sur les adolescents. On va dire plus particulièrement sur la vie des adolescents, en fait, par quoi, qu'est-ce qui est en jeu dans cette vie d'adolescent, et ensuite sur la féminité, aussi qui est un sujet qui est
aussi, je dirais, nécessaire de savoir de quoi on parle quand on parle de féminité. Vous avez le cours qui commence dimanche et je vous invite à vous inscrire parce que Christelle, merci. Bon, merci à tous. Partagez sur vos réseaux. Et si vous en avez le courage, le cours est sur Zoom. Oui, Christine, vous pouvez vous inscrire. C'est un cours qui va être très intéressant sur justement pouvoir penser, apprendre. Nous devons apprendre à penser l'être humain d'une autre manière que notre manière de le penser aujourd'hui, parce que on va dire que nous ne nous rendons pas compte de l'amplitude des capacités de l'être humain, c'est-à-dire les capacités de chacun d'entre nous. Bonne fin de soirée, Claudette. Sur mon PC, je n'ai pas de micro en fonction. Sur téléphone, ça fonctionne. Oui, Christine, sur téléphone, ça fonctionne. Voilà, bonne soirée à tous. Merci de votre participation et on continue la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.